Laurent, Roland, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs. Laurent, Bonjour. Roland, bienvenue. Merci. Laurent, Roland, Batéli écrit ce matin. Bénin, mandat présidentiel, partir en 2026 n'est pas un fait inédit. Oui, quand on suit un peu le débat du côté de la mouvance présidentielle, c'est comme si le fait que Patrice Talon ait dit ou décidé de partir en 2026, c'est un fait inédit que ce n'est jamais arrivé au Bénin. Et je voudrais peut-être leur rafraîchir la mémoire ce matin en leur disant que oui, quand même, le général Mathieu Kékou, aussi puissant et avec tout ce qu'il avait autour de lui, comme les Amoussou Bruno, Pierre Ochoa et autres, a fini par quitter le pouvoir en 2006 en passant le témoin à Boni Yahi. Et donc, Boni Yahi aussi ayant fait les 10 ans, quoique à un moment donné, il a brouillé entre lui et son ancien ami, faisait état de ce que parce qu'il aurait voulu un troisième mandat, c'est qu'il a fini par nous proposer un candidat. Et lui aussi, quand son ami devenu ennemi juré est devenu président, il n'a pas fait la force, il a remis le pouvoir dans la paix. Et donc, dire aujourd'hui, brandir le fait, la décision de Boni Yahi, Patrice Talon, de quitter le pouvoir aujourd'hui comme un trophée de guerre ou bien encore peut-être un privilège, une chance pour les Béninois, je crois que ce n'est pas un fait inédit. Martin Libre fait bien de le dire ce matin. Patrice Talon sait très bien que, constitutionnellement parlant, c'est qu'il doit partir parce qu'il est au terme de son second et dernier mandat. Et d'ailleurs, vous savez, ce qui pourrait susciter des doutes, c'est qu'il avait dit qu'il ferait 5 ans, le job en 5 ans. Et donc, après, il est revenu sur sa décision parce que les gens auraient suscité... Plébiscité par les Béninois pour un second mandat. Et donc, et c'est pourquoi les gens peut-être ont des craintes, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on dise demain que d'autres personnes qu'on reprend le même schéma. Et donc c'est en cela que les gens peut-être ont des craintes, essayent chaque fois de revenir sur cet aspect, sur cette situation. Donc il sait très bien s'il doit respecter les Béninois, respecter la constitution de son pays. Et respecter, parce que n'oubliez pas que c'est lui qui est initiateur de la réforme, en tout cas de la révision de la Constitution initiée dans la nuit, notamment en novembre 2019, bien évidemment. Et donc, laquelle révision, il est dit clairement dans cette nouvelle Constitution, en tout cas la Constitution modifiée, que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats. Et donc, en réalité, trêve de commentaires, de polémiques. Patrice Talon devrait réellement partir en 2026 en respectant non seulement sa propre parole, mais en respectant aussi les Béninois. Donc, s'il le fait, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un privilège pour les Béninois, c'est aussi pour sa responsabilité, pour sa dignité, pour son honneur dans une certaine mesure. Vous savez que sous d'autres cieux, ce genre de départ est d'ailleurs encouragé et motivé par des nominations au plan international. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité dans le week-end. Oui, mais je crois que, oui, en fait, on ne devait pas... Nomination, j'ai envie de dire, anticiper peut-être. Oui, de quoi rassurer peut-être. De quoi rassurer, malheureusement. D'une vie après la présidence. D'une vie après la présidence. Mais moi, je pense sincèrement que pour l'honneur, nous devons parfois apprendre à quitter les choses avant que les choses nous quittent. Parce que seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous pouvez être plus fort dans tous les domaines, mais un jour ou l'autre, celui qui est le dernier mot, le grand architecte, comme ils aiment si bien l'appeler, peut vous écouter non seulement votre mandat peut-être, ou bien décider de vous ôter le souffle de vie. Et donc, en ce moment, c'est que vous finissez dans la honte totale, dans l'humiliation totale. On a pu voir des gens qui ont voulu forcer les choses et qui ont d'ailleurs même forcé les choses, notamment quand vous regardez le parcours d'un certain Blaise Compaoré, vous regardez le parcours d'un certain Mobutu Sese Seko, vous regardez le parcours je vais citer, même de Yadema Yassine au Togo, pardon, comment il a fini, et vous regardez même Omar Bongo et Ali Bongo aujourd'hui, son fils, et aujourd'hui, quand vous regardez tous ces parcours, en réalité, je crois que parfois, le pouvoir fait perdre la tête aux hommes parfois. Et donc, parfois, on n'a pas idée de prendre exemple sur ce qui s'est passé, ce qu'on connaissait. Vous avez tout fait de vous enrichir, de faire tout
tout. On connaît l'histoire de Sani Abacha aujourd'hui, où la France doit restituer plus de 150 millions de dollars à son pays. Donc, quand vous regardez tous ces aspects, en réalité, vous devez à un moment donné vous asseoir, vous remettre en cause, parce que tout ce que vous amassez, ou bien tout ce que vous faites, toute la force que vous utilisez parce que vous avez le pouvoir, c'est éphémère. Seul Dieu reste éternel et seul le Bénin restera éternel. Seul Dieu reste éternel, seul le Bénin restera éternel. Il est donc important d'en tenir compte au quotidien dans nos choix. Dans nos choix, parce que ce n'est pas que les chefs d'État, c'est la vie de chaque Béninois, chaque citoyen, où que nous soyons. Nous devons nous rappeler que nous avons une mission à accomplir. Et laquelle mission, quand nous l'accomplissons bien, l'histoire retiendra notre nom. On a vu Général Mathieu Kekou pendant 17 ans martyriser les Béninois dans une certaine mesure avec la Révolution. Mais ce monsieur est revenu métamorphosé après 1996 et est devenu un nouvel homme dans une certaine mesure. On a pu voir ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, s'il a accepté passer le témoin à Nissi Soglo en 1991 avec la démocratie, on parle de lui comme le père de la démocratie béninoise dans une certaine mesure. Et c'est-à-dire que les 10 ans qu'il a pu faire après, on contribuait à oublier une tant soit peu ce qu'il avait fait en 17 ans. À faire oublier un peu, voilà, ce qu'il a fait en 17 ans. Donc, la révolution. Quand nous nous inspirons de tout ça, c'est que nous devons savoir que nous devons mieux nous comporter. Il est revenu au pouvoir en 1996, détaché du matériel, totalement détaché du matériel. Même si des gens autour de lui ont siphonné les ressources de l'État, se sont enrichis, remplis les poches dans une certaine mesure, il est devenu quelqu'un très détaché du matériel et qui ne s'intéressait pas à ce que les gens faisaient. Dans une certaine mesure, c'est vrai que c'est ce que beaucoup lui ont reproché après, parce qu'il a été un président peut-être assez large, mais c'est sur la conscience de toutes ces personnes qui, à un moment donné, ont siphonné les ressources de l'État. Où sont-ils aujourd'hui? Beaucoup pas mieux. Je ne vais pas citer ce ministre tout-puissant de l'Éducation nationale qui a été décousu dans ce pays, DGC nous dans ce pays, a fait de l'Éducation nationale ce qu'il en voulait. On a pu voir comment il a fini, à un moment donné, dans le dénuement total, parce qu'après, faisant état de ce qu'il a reçu Jésus, on a pu voir la fin. Je crois que, et quand vous regardez sa maison aujourd'hui à Abomey-Calavi, c'est une maison dans un état délabré. Tout ça là, vanité des vanités. Donc moi je pense que les gens doivent pouvoir faire très attention. Que nous soyons aujourd'hui députés, président de l'Assemblée nationale, président de la République, député et président de la République, président de la Cour constitutionnelle de la Sénat, nous devons nous rappeler que tout ce que nous faisons, c'est pour un temps. Quelqu'un, ministre de l'Agriculture ici, est décédé, on est allé découvrir des liasses de billets dans sa maison enterrée. Ça a servi à quoi? Lui-même, il est où aujourd'hui? Donc, voyez tout ce que vous faites aujourd'hui. Tenez compte des autres qui sont autour de vous. Tenez compte de vos concitoyens, c'est très important. Mais quand on veut utiliser la force et que peut-être des gens, des arrivistes en griffe sont autour de vous, vous dites, mais il faut foncer, c'est vous le chef, il faut foncer. C'est les mêmes personnes qui vous désavouent. Ils l'ont fait à Boniaï, ils l'ont désavoué avant 2016. Ils peuvent désavouer aussi Patrice Talon à Pan avant 2026. Et ça ne devait pas être une surprise. Allez, ceci par contre est une surprise pour nombre de Béninois ce matin. Laurent Roland-Tonniquès avec le matinal On apprend à la direction générale des douanes béninoises que c'est une femme qui remplace Alain Rincati. Je suis surpris. Hassan. Je suis surpris qu'au niveau de la douane, on a du mal à désigner enfin un directeur général. Et je devais comprendre pourquoi cette stratégie depuis quelques années, qu'on nomme un directeur intérimaire à la tête de la douane. Depuis, on a Rincati a assuré l'intérim pendant un bon moment. Et puis, lui, on le nomme directeur de la nutrition et de l'alimentation, je sais quelque chose comme ça, au cours du dernier conseil des ministres. Et puis, on sort une nomination encore par intérim. Et ce qui est choquant en plus, c'est que cumulativement avec les fonctions de directrice adjointe de cabinet, c'est comme s'il n'y a plus d'autres Béninois dans ce pays pour faire le travail. Je regrette de le dire clairement, parce qu'il y a des gens, même dans la douane, qui peuvent faire ce travail. Pourquoi, depuis un moment, on ne nomme que des DG intérimaires? Et d'ailleurs même, pourquoi quelqu'un qui a déjà une fonction au niveau du ministère, c'est encore elle qu'on désigne pour jouer ce rôle cumulativement? Y a-t-il pas d'autres Béninois qui ont des compétences dans ce pays? Non, je crois que cette manière de faire les choses, c'est comme si ça cache des choses. Excusez beaucoup. Pour moi, j'ai comme l'impression que ça cache des choses. Que pensez-vous que l'on cherche à cacher? Je ne sais pas. Je ne sais pas, même si on a du mal à désigner enfin un directeur général qui doit prendre ses responsabilités et qui sera responsable devant le peuple béninois, devant les contribuables, parce qu'un intérimaire,
ne peut pas fonctionner exactement comme quelqu'un nommé, confirmé. Évidemment. Dans une certaine mesure. Il n'a pas plein pouvoir. Il n'a pas plein pouvoir. Et donc, il est aussi redevable dans une certaine même si le confirmé est redevable, c'est-à-dire que l'intérimaire est encore plus redevable. Vous voyez, est encore plus redevable parce qu'il aspire peut-être à être confirmé. Et donc, dans cette perspective, tout est permis. Moi, je pense qu'il faut aller à la nomination claire et nette d'un DG de la douane quand même. Si on veut nous amener, si c'est parce qu'on dénonce le fait qu'on amène des expatriés, qu'on a du mal à amener un expatrié pour qu'on sache clairement qu'il y a un directeur général de la douane qui est nommé. On ne peut pas continuer avec les intérims. Et d'ailleurs, même des gens qui cumulent des fonctions. Et pourtant, des gens vous soutiennent dans les fonctions politiques. Et c'est en cela que je dis que les fonctions politiques, j'ai pitié pour ces fonctions politiques. Parce que vous soutenez finalement pourquoi? Vous fonctionnez réforme du sympathisant pourquoi? Parce qu'il y a des cadres dans ces fonctions politiques qu'on peut promouvoir à ces postes de responsabilité. Et pourquoi on ne le fait pas? Ça pose un problème. On attendra peut-être le vendredi pour entendre la réponse du porte-parole du gouvernement sur le sujet. Je sais qu'il reviendra sur le sujet. Il répondra. Je suis persuadé que les confrères lui poseront la question. Justement parce qu'il y a bien des cadres dans les fonctions politiques. Même si on ne veut pas choisir d'autres Béninois qui ont les compétences et qui peut-être n'appartiennent pas aux fonctions qui soutiennent le chef de l'État, quand même dans l'Union processus de renouveau, dans le bloc républicain, vous pouvez trouver des gens. Vous pouvez aller chercher, si vous ne voulez pas, aller dans le Moelle Bénin, c'est votre ami. Vous pouvez aller dans l'UDBN quand même. Chercher des gens dans ces formations politiques qui ont aussi les compétences. Mais pourquoi tout le temps continuer avec des postes, des intérims? Et en même temps, c'est que là maintenant, ce n'est plus quelqu'un qui n'a pas d'autres responsabilités. Quelqu'un qui a déjà, une dame qui a déjà une responsabilité ailleurs, directrice adjointe de cabinet du ministère des Finances, et maintenant on lui confie encore ce poste-là. Et elle est un DG intérimaire. Je crois qu'on peut arrêter ça enfin un jour. Si vous voulez amener un expatrié, amenez. Les Béninois sont déjà habitués à ça. Mais autant mieux le faire pour qu'on sache clairement qu'il y a un DG confirmé à qui les Béninois demanderont des comptes un jour, plutôt que de mettre des intérimaires qui ne pourront pas répondre entièrement de leurs questions. Avec La Nation, on peut lire ce matin dans un autre registre, Laurent Roland-Antoniquet, cybercriminalité. C'est vrai qu'on n'a pas pu proposer cette une aux amis téléspectateurs, mais parlons-en. Cybercriminalité, 2,1 milliards de francs CFA de préjudice causés à fin octobre. Oui, ce n'est pas surprenant. Moi, je me disais même peut-être que les chiffres pourraient aller au-delà de ça. Au-delà de ça. Si on fait peut-être bien les calculs, on fouille, c'est tellement que les chiffres pourraient aller au-delà de ça. Et parce que les cybercriminels ont foutu assez de bordel, surtout dans la vie de beaucoup de personnes, que ce soit au plan national ou au plan international. Et quand vous faites la somme de ces personnes qui sont grugées chaque jour, et quand vous regardez depuis quand est-ce que cette affaire a commencé, je pense que le montant pouvait être au-delà de ça. Et c'est pour ça que la lutte qui est faite aujourd'hui est une lutte assez noble. Il va falloir extirper de nos rangs ces personnes-là qui n'ont aucune pitié pour leurs compatriotes, parce qu'ils le faisaient peut-être au plan international, mais aujourd'hui, c'est au plan national que ça se passe. Et puis, on parle de gaille locale. Oui, ils n'ont aucune pitié pour leurs compatriotes et pour les hommes comme eux. Et c'est pourquoi il faut frapper fort, les décourager pour protéger les intérêts des uns et des autres. Pendant ce temps, la criette délocalise des procès, viols, mariage forcé et harcèlement sexuel, vraisemblablement, vont désormais être délocalisés. Oh oui, je crois que la question du harcèlement sexuel aujourd'hui est une question assez préoccupante parce que les gens n'arrivent plus à maîtriser leur libido. Les hommes n'arrivent plus à maîtriser leur libido. Et les cas de viol, on en compte tous les jours. Je crois qu'il faut trouver la meilleure formule pour mieux combattre ce phénomène. Cas de viol, de harcèlement, franchement, tel que ça se passe aujourd'hui, si on ne change pas de stratégie, c'est que ça va prendre de l'ampleur dans notre pays. En tout cas, ça a déjà pris de l'ampleur, mais ça risque de s'intensifier dans notre pays. Et donc, il faut frapper fort pour décourager. C'est vrai que malgré tout ce qui se passe, les gens n'ont pas de gêne à aller se retrouver. Il y a quelques jours, j'ai lu, je crois que hier, on lisait un enseignant en prison pour avoir violé une apprenante. Oui. Donc, ça ne manque pas tous les jours. J'ai pu lire... et c'est ça le véritable problème. Les parents aussi doivent pouvoir faire très attention avec leurs filles. J'ai lu une histoire d'une jeune fille qui se confiait au détour d'un groupe créé par un ami où les filles venaient faire le témoignage de comment est-ce qu'elles sont passées à l'acte dans une certaine mesure. Il y a une fille qui a dit
que c'est son directeur, en tout cas quand il était au CM2, qui l'a déviégé et qui a entretenu une relation avec elle pendant pratiquement 10 ans. Wow. Du coup, quand elle a eu l'âge de se marier, elle s'est mariée. Bien qu'étant au foyer, elle avait toujours de l'amour pour ce monsieur, au point où à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec son mari. Le finish, c'est que le mariage, elle a dû casser. Le monsieur lui donnait de l'argent par mois, parce qu'en même temps, il est devenu inspecteur. Il lui donnait de l'argent par mois, mais le monsieur, depuis que le monsieur est décédé, il s'est retrouvé en l'air. Donc, pour vous dire quoi, comment est-ce que des gens, à un moment donné, ont foutu le bordel dans la vie de certaines filles, de nos filles en général. Et donc, c'est des conséquences énormes pour les familles. C'est pourquoi il faut vraiment sanctionner aujourd'hui, maintenant, contrôler, surveiller sérieusement. Si vous avez des filles dans les écoles, essayez de parler avec les filles, les écouter, parce que c'est vite arrivé que peut-être ça peut être un viol, la fille peut parler, mais il peut arriver à un moment donné que la fille est violée, soit violée, et qu'on l'intimide, on lui dit de ne pas parler, sinon elle peut mourir. C'est courant chez ceux qui violent, et elle ne parle pas, et elle gère ça toute sa vie, et c'est un problème pour vous. Un problème de régler peut-être ici avec le quotidien Fraternité, Laurent Roland-Antonin, qu'est-ce qui parle de fonctionnement de quelques unités de mini-station à Cotonou, les usagers déjà conquis, les vendeurs débordés. Oui, c'est une bonne nouvelle, tout au moins si les gens peuvent véritablement se reconvertir en utilisant ces mini-stations dans toutes les localités pour éviter aux populations les cas d'incendie et autres, c'est une bonne chose. Une chose est d'installer les mini-stations, mais une chose est de savoir où se trouvent les entrepôts. D'accord? C'est les entrepôts le plus grand problème. Maintenant, je crois sincèrement que oui, les mini-stations, est-ce que c'est l'essence de contrebande qui est déversée là? C'est ce que je lis quand même. Vraisemblablement, oui. Oui, et je voudrais peut-être rappeler que oui, de ne pas oublier que c'est de l'essence de contrebande. Et donc, quand l'État lutte contre la fraude, c'est que l'État doit se donner les moyens de lutter pleinement contre la fraude. Ce n'est pas parce que des acteurs politiques ont des intérêts dans ce secteur qu'il faut aller avec une certaine largesse. Je suis ferme là-dessus. C'est vrai que je n'ai aucun pouvoir, mais je pense sincèrement que le gouvernement a du mal à arrêter le commerce de l'essence de contrebande. Parce que les acteurs politiques, les gros bornés, et j'insiste là-dessus, de l'essence de contrebande au Bénin militent dans les formations politiques. Le gouvernement a du mal à arrêter cette activité. Parce que les mini-stations qui sont installées, on peut les approvisionner avec la Société nationale des hydrocarbures. Alors, pourquoi on continue de... Parce qu'on appelle ça essence de contrebande. La contrebande, en l'état, est une fraude. Alors, si on encourage ça, c'est qu'on veut protéger les intérêts des soutiens politiques. Et je crois qu'il va falloir à un moment donné prendre ses responsabilités et affronter ces acteurs politiques qui sont membres influents de vos formations politiques et pour lesquels peut-être on ne veut pas toucher leurs intérêts. C'est une question de suivi national. Dans le même temps qu'on dit qu'on veut faire des réformes pour améliorer les ressources de l'État, on ne peut pas continuer avec la contrebande parce qu'on veut protéger les intérêts de certains citoyens. Non, on peut mieux faire. Quand on s'inspire de ce qu'écrit Fraternité ce matin, on se rend bien compte que c'est peut-être une première étape, puisque le quotidien écrit la formalisation du secteur de l'essence de contrebande en bonne marche. Donc c'est un processus. Oui, c'est un processus. Je crois qu'à l'avenir, on va peut-être continuer à utiliser l'essence de contrebande, mais il faut qu'on fasse une bonne programmation pour s'assurer que d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'on passe maintenant de la condition de contrebande avec l'essence, avec la Société nationale des hydrocarbures, que c'est là-bas qu'on peut aller prendre les carburants pour ces mini-stations. Autrement, je sais que les pouvoirs successifs ont du mal à arrêter cette activité parce que les gros bornés de cette activité sont militants et acteurs politiques et soutiennent. Il y en a qui sont à l'Assemblée nationale, il y en a qui sont dans nos communes, qui sont maires. Je comprends quelque part parfois, parce qu'on ne veut pas peut-être se faire mal, faire taper dessus. Mais il faut avoir le courage à un moment donné, parce qu'on nous a montré ailleurs qu'on a le courage d'interdire un certain nombre de choses. S'il ne s'agit que de cela, nous direz-vous alors que tous les régimes qui ont précédé celui de la rupture ont fait le même jeu, c'est-à-dire tous les régimes, sans distinction, que ce soit le général Mathieu Kékou ou Boniaï. Boniaï, on a pu voir avec quelle force il disait qu'il allait arrêter, mais finalement, quand il s'est rendu compte que certains acteurs politiques
en plein dans cette activité, notamment des soutiens de taille dans certaines localités. Suivez mon regard. Je sais que... Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est la seule raison? Enfin, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois déjà. C'est une raison, c'est une raison importante. Une des raisons, peut-être, mais nous savons tous que la raison fondamentale, elle est ailleurs. C'est qu'on ne peut pas faire ça pour le moment. Ce n'est pas raisonnable. J'ai proposé, oui. Alors si vous arrivez à installer, j'ai proposé ici que on peut mettre les stations dans Cotonou, enfin on peut progressivement éliminer l'essence de contrebande dans les grandes villes. Je l'ai dit, dans les grandes villes. À partir de Cotonou, à Bomé-Clavi par exemple, qui sont proches de Cotonou, et en tout cas Clavi qui est proche de Cotonou, pardon, c'est qu'on peut progressivement éliminer cette activité dans ces communes-là. Mais dans les communes éloignées, quand je rentre par exemple dans Lada, Kouamassé, Ouida, on peut tolérer. C'est-à-dire que progressivement, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'il y a des opérateurs qui installent les stations, on peut progressivement lutter comme ça. Mais quand on dit qu'on va installer des mini-stations et que les mini-stations seront approvisionnées en essence de contrebande, c'est en cela que je dis qu'il y a un problème. Parce qu'on peut demander, et c'est ce que Boni proposait sur lui, même si lui-même n'est pas allé au bout de cette volonté politique, c'est-à-dire que les vendeurs d'essence de contrebande devaient se mettre en coopérative et puis ils installent des mini-stations qui sont leur propriété et ils gèrent. Donc, ce qui n'a pas marché sur lui, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on met la force ailleurs, et parce qu'ici, il y a peut-être des intérêts politiques, fait, en tout cas, semblant de mettre fin à une activité. Une question pour vous, Laurent Roland Todenkes, question que se pose le quotidien Nouvelle Élite ce matin. Sévéré Adjovi est-il de retour au pays? Avez-vous des nouvelles de l'ancien maire? Je n'ai pas son programme. Ancien ministre. Je n'ai pas son programme, ancien ministre de la Culture. Je n'ai pas son programme, je ne sais pas où il se trouve. Je crois qu'il va falloir appeler... Parce qu'il est tantôt annoncé au pays, tantôt annoncé de retour au pays, tantôt annoncé toujours en exil. Non, il faut peut-être aller à Ouida pour chercher à comprendre, ou bien dans une certaine mesure essayer aller à Ouida, ou bien aller dans sa maison, peut-être du côté du campus de l'université d'Abomey-Clavi, pour voir s'il est là ou pas, de toute façon. Ou alors, vous cherchez à appeler son fils, le riche, je crois, Adjovi, pour demander si son papa est rentré. Moi, je crois que Sévéré Adjovi rentre ou pas, je ne sais pas ce que ça va améliorer aux contribuables béninois. Sévéré Adjovi est un citoyen béninois, il rentre dans son pays, d'accord, bonne nouvelle. S'il ne rentre pas, c'est parce qu'il a les moyens de vivre à l'extérieur qu'il vit, il vivra. Même si on lui donne, on annule sa peine dans cette mesure, ou bien on réduit sa peine, et qu'il ne veut pas rentrer, c'est qu'il sait qu'il a les moyens de vivre à l'extérieur, en France, à Paris ou au Sénégal. Donc, je crois qu'on ne doit pas polémiquer sur son retour ou pas, qu'il rentre ou pas. Il lui-même sait ce qui est bien pour lui. S'il rentre, ce qu'il attend, il sait. Et ce qui ne l'attend pas, en tout cas, il sait. Et donc, dans une certaine mesure, qu'il rentre ou pas, on va lui souhaiter bonne chance s'il veut rentrer. Vivement, quand il va rentrer, qu'il n'y ait pas d'autres représailles, peut-être d'autres intrigues politiques qui pourraient le déranger. Mais il peut peut-être s'assurer de ce que, oui, bon, si quelque part sa peine a été réduite dans une certaine mesure, un certain Bertin Corvi est rentré après avoir traité Patrice Talon de tous les noms. Un certain colonel Tawès ou général Tawès a traité Patrice Talon de tous les noms et est rentré finalement à faire la paix avec Patrice Talon. Notre ami Atao Renouho, parti malade, est venu guéri, totalement guéri, et a été reçu en pompe dans une certaine mesure, donc sans inquiétude. Donc tout dépend du discours qui tiendra. S'il ne commence pas à tenir les bons discours, je suis sûr que même s'il rentre, personne ne va l'inquiéter. Donc bonne chance à lui. Il a des exemples, je lui ai cité des exemples déjà. Il sait comment s'inspirer de ces exemples-là pour rentrer en toute quiétude. Faire l'âne pour avoir le foin. De toute façon. Celui-ci n'est pas encore de retour dans son pays. Par contre, il a été reçu en grand par le général Tchiani. Il s'agit évidemment de Guillaume Soro. Un tour à l'international, hein, très rapidement. Oui, je crois que le cas Guillaume Soro doit inspirer les jeunes soutien mordicus sans le minimum de réflexion. Moi, je pense que ce qui a été le maillot... C'est vrai qu'on a plus de fous du roi aujourd'hui. Non, il y en a. Il y en a toujours? Il y en a. Bon, pas, ils sont peut-être, ils s'appelaient pas... Ils s'appellent plus sous cette dénomination. On les appelle plus les fous du roi, mais les sentinelles de la République. Ah, les sentinelles de la République. C'est le nom qui sont donnés. Et il y a quelques membres des fous du roi dans ce machin des sentinelles. Bref.
Alors, je voudrais rappeler à tous les jeunes qui soutiennent Mordicus, qui font le malheur d'autres en soutenant d'autres, de s'inspirer du cas Guillaume Soro. Guillaume Soro a été le malheur de Laurent Gbagbo au pouvoir, hein, avec les rebelles. Il a tout fait. Il a traité le monsieur tous les noms. Il a combattu le monsieur. Il a fait tout fait pour Ouattara. Ouattara est revenu au pouvoir. Il a eu sa période de grâce. Aujourd'hui, où est-il? On l'a vu dans son intervention très diminuée il y a quelques jours. J'ai eu de la peine pour lui en le regardant. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, mais j'ai vu qu'il a été dans un mauvais rôle à un moment donné en combattant quelqu'un pour faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Et cette personne a profité de lui, a pu avoir ce qu'il recherchait, lui a donné une période de grâce, mais bonjour les dégâts après. Donc, quand on voit Guillaume Soro aujourd'hui, ça doit interpeller tous les jeunes pour dire quel est le combat que nous menons. Et le combat que nous menons est-il un combat de personnes pour combattre telle personne, pour permettre à telle d'être au pouvoir, ou bien nous travaillons pour le peuple réellement. C'est vrai qu'il a été traqué, quand on suit son intervention, il a été traqué un peu partout. Peu s'en fallait, il allait être pêché comme je sais quoi, hein, un oiseau mouillé, attrapé comme un oiseau mouillé et ramené en Côte d'Ivoire avec toute une humiliation, parce qu'il a été condamné à 20 ans après à perpétuité, et donc tout ça. Il a décidé de rentrer finalement pour faire face aux défis de son pays. Et je crois que quand il le fait, il n'est pas aussi naïf. Il sait pourquoi il est allé voir le général Tiani. Parce qu'il sait que le pouvoir ne passe pas entre Tiani et Ouattara. Et donc peut-être en passant par Tiani, c'est peut-être à chercher des soutiens avec les putschistes de la sous-région. Tiani, Goïta, Doumbouya et Traoré, tous ceux-là qui en réalité ne s'entendent pas avec Ouattara. Et donc en réalité, c'est peut-être un peu une manière, c'est une méthode dissuasive pour dire peut-être à Ouattara, ok, touche-moi, je mets moi en prison, mais n'oublie pas que j'ai des soutiens. Et donc quand on sait que les Tiani, Doumbouya, comment vous appelez, Goïta et Traoré aussi, un soutien derrière qu'on appelle la Russie dans une certaine mesure en griffe, c'est que en fait, il passe ce message à Ouattara. Et donc, on attend de voir si, après avoir été reçu en grand par Tiani, est-ce qu'il rentrera directement en Côte d'Ivoire ou bien il vient en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que s'il est en Côte d'Ivoire, il lui serait difficile, au Niger, il serait difficile d'aller le chercher au Niger. Évidemment. Très difficile d'aller le chercher au Niger. Même s'il va au Mali ou au Burkina ou comment vous appelez? En Guinée. En Guinée, ça va être difficile d'aller le chercher parce que ces pouvoirs ne s'entendent pas avec Ouattara. Donc peut-être qu'il cherche une couverture pendant un moment avant de retourner dans son pays. On attend de voir si réellement il aura le courage d'aller en Côte d'Ivoire pour affronter Ouattara. Mais Ouattara aussi doit pouvoir comprendre que fort aujourd'hui, jamais fort pour toujours. Un autre pays dans lequel il y a eu un putsch récemment, même si là-bas, les circonstances sont plus ou moins différentes de celles du Niger, du Mali, du Burkina Faso ou encore de la Guinée, c'est le Gabon, avec le pouvoir militaire qui annonce l'élection présidentielle pour août 2025. Oui, Oligui, qui est venu avec beaucoup de réformes, a beaucoup de volonté pour changer les choses dans son pays. C'est vrai que sur ce plateau, on a parlé du cas des marabouts qui veulent chasser dans 6 mois dans le pays. Mais je crois, ce matin, je fais un clin d'œil à Jonas Moulenda, ce journaliste gabonais qui est en exil à Paris et qui nous a traité de tous les noms. Au passage, il nous a fait une bonne publicité parce que ce qu'on disait, ce n'était pas pour autant mauvais en soi. Merci à lui pour la pub. Merci pour la pub parce que grâce à lui, l'émission a été très bien suivi. Super. Du côté du Gabon. Super. Les gens ont commenté. C'est vrai que ça nous a permis de connaître quelle est la réelle intention des Gabonais par rapport aux étrangers dans le pays. Au-delà de tout, nous prenons peut-être, je crois que je passe un chiffon sur tout ce que Jonas Moulenda a dit. Je crois que la confraternité ne demande pas qu'on réponde du tac au tac à des journalistes et on passe à autre chose de toute façon. Mais en réalité, ce qui est sûr, ça nous a permis de comprendre quelles sont les intentions des Béninois, des Gabonais par rapport aux étrangers et qu'est-ce qu'il faut faire. Je l'ai dit sur le plateau, que les Béninois feraient mieux de se préparer à un plan B parce que des étapes peuvent arriver et je crois qu'ils l'ont confirmé dans leurs différents commentaires. Alors, Oligui qui est à la tête du Gabon, qui a annoncé vraiment beaucoup de choses, je crois qu'en l'état, quand on se réfère à ce qui s'est passé au Gabon pendant des années,
on est en droit de se poser des questions. Je suis le premier à condamner la manière dont les choses se passent au Gabon. Le Gabon a tellement de ressources, mais est un pays sous-développé et très sous-développé en plus par rapport à certains pays. Quand je compare le Gabon à mon pays, le Bénin, je suis triste parce que le Bénin n'a rien à envier au Gabon et pourtant le Gabon a tellement de ressources. Donc dans une certaine mesure, il y a des choses qui doivent être corrigées. Et donc si Oligui vient pour corriger, c'est une bonne chose, même si. Parce que quand on a tout fait de le traiter, de le prendre comme un homme neutre, il a profité pleinement du système, parce qu'il n'oublie pas qu'il a servi Omar Bongo avant de servir à Bongo, dans une certaine mesure. Donc il a pleinement profité du système aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu comme notre président qui a dit qu'à un moment donné, il était aussi comptable de ce qui s'est passé, mais qu'il est venu pour changer les choses. Et c'est vrai. Donc Oligui veut changer les choses. Et il dit maintenant qu'il faut attendre 2025 pour pouvoir gagner les élections présidentielles. 2025 pour 2025. La présidentielle. Vivement qu'il tienne parole pour respecter ses concitoyens, les Gabonais, et que cette élection de 2025 soit une élection assez inclusive, assez transparente pour le bonheur des Gabonais, et que le Gabon reparte sur de nouvelles bases. Parce que pendant plus de 60 ans, le Gabon, malgré les ressources, est resté dans une léthargie qui ne dit pas son nom. Donc, avec la vision qu'il a imprimée à son pays, on peut s'assurer que oui, quelque chose peut changer. Mais c'est au fait de verser dans le... comment vous appelez la célébration d'un homme comme... Oligui. Oui, de la célébration de Oligui comme un demi-dieu. Parce que malheureusement, c'est les erreurs dans nos pays. Hein. Les gens traitent les chefs d'État comme des dieux et finalement ils se croient tout permis parce qu'il n'y en a pas mieux qui diront après Dieu que c'est eux sur terre et donc ils ont eu droit de vie et de mort sur vous. Il ne faut pas que Oligui veste en cela, qu'il travaille fréquemment pour les Gabonais, pour le développement de son pays et je crois qu'il s'en sortira grand. Il sera célébré au soir de sa vie. Retour au Bénin pour finir, Laurent Roland, Anthony Nicaise, très rapidement, on va parler gouvernance locale dans l'actu décalé du jour. Et gouvernance locale, justement, on en parle également à la une de Dabarou ce matin. Indice de bonne gouvernance locale 2023 au Bénin, la commune de Ouassa-Peonko classée première. Ouais, je crois que c'est une bonne chose que de savoir que dans nos communes, des gens continuent de faire preuve de bonne gouvernance locale dans notre pays. On sait très bien que c'est dans la partie septentrionale qu'une secrétaire exécutive venait de démissionner à cause d'un certain nombre de pratiques. Et donc aussi dans la même zone, on voit qu'une commune qui est première en termes de bonne, c'est un bel exemple pour dire que tout n'est pas pourri dans les milieux, dans nos différentes régions. Il y a bien des exemples, il y a bien des modèles qu'on peut suivre. Donc, on va peut-être dire félicitations au maire de Ouassa-Peonko, féliciter les conseillers communaux. Oui, on peut dire félicitations à tous les conseillers communaux. Comment vous appelez OSE ou à la SE. Ah oui, voilà. Voilà, dans cette mesure, et tous ceux qui ont contribué à avoir cette performance. Vivement que les grandes communes, parce que le plus souvent, oui, on ne voit pas les grandes communes dans ces classements en tant que première commune. Parce que c'est plus compliqué, c'est trop compliqué. Il y a tellement d'intérêts. Si ce n'est pas affaire de parcelles qui divisent les conseillers, c'est affaire de marché public qui divise les conseillers. Qui divise les conseillers dans les grandes communes. Et c'est ça qui fait que parfois, elles ont du mal à avoir la première place. Vivement que tout soit déterminé maintenant, sécurisé maintenant pour qu'on aille véritablement au travail, pour que les communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Porto-Novo, surtout Cotonou et Abomey-Calavi, c'est là le vrai problème. Merci à vous Laurent Roland, Anthony Nicaise.